Petzl-Jökull. Ouais, Ouais, on peut encore améliorer. ouais, Eia Fiatla Jökull. Eia, Petzl-Jökull. Fiatla Fiatla. Fiatla Fiatla. Fiatla, ça va être quand t'as deux L en islandais, le premier L se prononce Fiatla. T. Fiatla. Eia Fiatla Jökull. Comment veux-tu que je le prononce? Efata Jökull. Elle est à 50 mètres. Le tourisme est aujourd'hui le troisième secteur le plus porteur après la pêche et l'énergie en Islande. En 2013, près de 800 000 personnes ont visité le pays, presque 3 fois la population totale de l'île. Le cercle d'or est le premier symbole de cette réussite. Ça c'est incroyable, regarde, je flotte. J'ai l'impression de voler. C'est l'un des lieux les plus visités d'Islande où les touristes peuvent avoir un premier aperçu de l'incroyable force de la nature, à commencer par la chute de Gullfoss et le domaine de Geysir. En gros, je vous explique ce qu'on a ici. On a juste là le vieux geyser, donc celui qui a donné son nom au phénomène, c'est-à-dire le sprinter en islandais. Ça fait une trentaine d'années qu'il est un petit peu ralenti au niveau de son activité. Il se réveille une fois par an, 2 fois par an. Donc, si on a de la chance, peut-être qu'il pourrait sortir. Et juste là, on a donc Stroker, le nouveau, le petit jeune, qui jaillit en gros toutes les 5 à 6 minutes, entre 20 et 30 mètres de haut. Ça dépend des jours, s'il est bien luné ou pas. Donc on va voir ce qu'il va nous réserver pour aujourd'hui. L'odeur phénoménale. Hein, Ça sent le soufre. Et donc C'est l'eau oui, la chaude. vapeur là, c'est le soufre qui C'est donne le cette soufre. odeur d'œuf C'est l'eau pourri. chaude, quand elle remonte du fond, elle dissout énormément de soufre qui est contenu dans les roches. Et donc c'est ce qui donne cette odeur d'œuf, un peu comme ça. D'accord. magnifique jacuzzi. Un peu chaud peut-être, mais qu'est-ce que c'est beau. Hein. Dernière étape du cercle d'or, la faille de Þingvellir, berceau de l'histoire islandaise, où l'un des plus vieux parlements au monde a vu le jour en l'an 930. Et c'est aussi là qu'on peut observer la faille du Rift qui coupe le pays en deux. Ça c'est le début de la plaque tectonique américaine qui démarre là et donc il se déplace en moyenne d'1 centimètre par an vers l'ouest. Donc là-bas on a le début de la plaque tectonique eurasienne qui démarre là-bas et pareil elle se déplace d'1 centimètre de l'autre côté vers l'est. Et c'est vraiment la position de l'Islande, elle est là. Elle est entre l'Europe et les États-Unis, à cheval sur les deux continents. C'est juste incroyable de pouvoir avoir deux plaques tectoniques de cette façon-là. Cet endroit, c'est un endroit que tu aimes bien en Islande? C'est un endroit qui est très important. J'y suis venu beaucoup en circuit à la journée, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. La première fois que je suis venu ici, quand j'étais touriste, je commençais déjà à ressentir une force, quelque chose d'assez impressionnant dans cet endroit. C'est juste un endroit incroyable. C'est l'Islande, il y a la géologie, il y a l'histoire, on va en parler. Il y a une force ici, il y a un calme, il y a quelque chose. J'ai du mal à expliquer ce que c'est. Tu as eu une espèce de coup de foudre en venant ici Quand j'ai vu cet endroit, j'ai compris que je passerais beaucoup de temps en Islande, que je viendrais un jour m'installer ici. Comme la plupart des Français d'Islande, Gilbert s'est installé à Reykjavik. Cette capitale la plus septentrionale au monde compte près de 200 000 habitants au total avec sa banlieue. Littéralement, Reykjavik signifie la baie des fumées, pour rappeler les vapeurs qui proviennent des sources d'eau chaude de la région. C'est le cœur de vie de toute l'Islande et sa seule grande ville, mais aussi le point de départ de toute l'activité touristique.
On peut d'ailleurs découvrir l'histoire très riche du pays et son passé colonial grâce aux nombreux monuments et musées. Depuis quelques années, le centre-ville voit fleurir restaurants, hôtels et boutiques en tout genre pour accueillir les touristes qui envahissent à toutes les saisons cette capitale à taille humaine. Tout étranger qui s'installe en Islande doit obtenir son kennitala pour pouvoir vivre ici. C'est un numéro d'identité accordé par le registre national à tous les Islandais et à toute personne qui réussit ces démarches d'installation. Maintenant qu'elle a une vie professionnelle plus stable et un logement, Manuela guette sa boîte aux lettres pour espérer recevoir ce précieux sésame. Alors, ça fait plusieurs jours que j'attendais cette lettre, pour pas dire semaine. J'espère que c'est ce que je pense, j'espère que c'est bon. Alors c'est en Ikea. Ah, c'est bon. Donc en fait là, je viens de recevoir, c'est mon kennitala. Et c'est un peu ma carte verte. Donc du coup, j'ai mon numéro d'identité islandais. Et donc du coup, je suis un peu autorisée à rester autant que je veux. Et je fais un petit peu partie d'ici maintenant. Mais pour devenir une Islandaise à part entière, Manuela va devoir choisir un prénom islandais qui lui servira de surnom au quotidien. Déjà, j'ai envie de choisir quelque chose que j'arriverai à prononcer. Parce qu'il y a des trucs, c'est juste, t'as l'impression que le mec il s'est énervé sur son clavier, genre on va dire que c'est un prénom. Lafergerður, tu vois, ça par exemple, pas prendre, ça va pas être possible. Ou alors les trucs où il y a plus de consonnes que de voyelles, c'est pareil, tu dis ça n'existe pas, c'est pas possible. Ou comment tu le prononces. Après plusieurs essais, Manuela choisit Ella Freyja. Et comme la plupart des prénoms islandais, Freyja possède une signification, c'est la déesse nordique de la fertilité. Retour en pleine nature. En Islande, le temps peut changer très vite. Le pays bénéficie de l'influence du Gulf Stream, qui permet un climat tempéré comme en France, mais il est aussi soumis aux masses d'air polaires venues du Groenland. Balayée par ces courants contraires, l'Islande peut alors vite devenir très inhospitalière. Donc ici on est vraiment à la pointe sud du pays, un endroit qui est un petit peu dangereux, une plage qui est magnifique, mais il faut toujours se méfier de la mer. Il faut rester un peu en retrait, un peu loin. Il y a une demi-heure on avait du soleil, maintenant on a un peu de vent, un peu gris, on a une météo qui est très changeante ici. Moi je me suis pas mal baladé, mais un paysage comme celui-là, avec une nature aussi sauvage, aussi violente, avec un contraste entre la mer, les glaciers, c'est vraiment très compact tout ça. On vit tout en une semaine, on vit la planète entière. On se retrouve en Afrique, on se retrouve en Égypte, on se retrouve partout. Et tout ça réunion à ce lieu avec ce froid et ce chaud, c'est extraordinaire. Au cœur de l'hiver, le pays souffre d'une très faible luminosité. Au mois de décembre, il n'y a même que 3 heures de jour. Un univers étrange, renforcé par des paysages désertiques à travers tout le pays. Et c'est long ce genre de paysage là? Celui qu'on traverse, on a à peu près pour 50-60 km de large. Ou c'est toujours la même chose? Ouais. Waouh. Et il n'y a aucune habitation, rien du tout là, c'est vraiment un no man's land. Et personne ne peut vivre ici. Là, on se sent vraiment au milieu de nulle part, c'est super flippant. C'est secousse dans la voiture et tout. C'est vrai qu'il y a un côté, on a l'impression qu'on est seul au monde, il n'y a personne sur la route. Il y a un côté pas rassurant, quoi. Ces paysages tout droit sortis de films de science-fiction sont propices aux mythes qui font partie intégrante du pays. Et pour Gilbert, faire découvrir l'Islande, c'est aussi raconter ses légendes, comme celle du peuple caché. Gilbert, alors parle-nous de ce qu'on voit là-bas, là, les rochers là, qui sont où? Ce sont des trolls. Des trolls. Oui.
En fait, il y a une légende dans le coin qui raconte que des trolls sont descendus des montagnes un soir pour piller un 3-mâts et on les voit, hein, les maïs dessinent. Et ils étaient tellement occupés à voler ce qu'il y avait à l'intérieur que le jour s'est levé et la lumière les a transformés en pierre. Est-ce qu'il y a des Islandais qui croient vraiment à toutes ces légendes ou Officiellement, il y a 60% des Islandais qui croient aux elfes et aux trolls. Je pense que c'est un petit peu plus, ça fait partie de leur culture populaire. Quand tu vois les paysages qu'on a ici avec les formes noires dans les montagnes, ils ont cherché depuis très longtemps à trouver du sens à la nature qui les entourait, aux volcans, aux aurores boréales, à tout ce qui est autour d'ici. Ils arrêtent même la construction d'une route parce qu'il y aurait une maison de trolls sur le chemin. À Reykjavik, ça arrivait de changer les plans d'une route parce qu'il y avait une maison d'elfes, une maison de trolls sur le chemin. Mais t'y crois pas aux trolls là? Non, sérieux? Ah non. C'est beau, c'est une belle histoire. Après, y croire... Non, j'y crois pas un instant. Moi, je suis scientifique, mais je suis persuadée qu'il y a des... J'appellerais pas ça des esprits, mais des forces que peut-être qu'on ne connaît pas encore. Et à la limite, j'ai même pas envie de savoir si ça existe ou pas. C'est de la poésie. C'est exactement ça. Toi, le but, c'est pas savoir si c'est vrai ou pas. Tu ouvres un peu ton esprit à ça, tu commences à y croire un peu et tu portes un regard différent sur les paysages. Tu vois, au lieu de les trouver simplement beaux, tu vas regarder ça, tu vas trouver un petit côté magique, un petit côté féerique. Tu portes un regard complètement différent. Après ce débat spirituel, il est temps de reprendre la route et d'aller découvrir l'un des plus beaux endroits du pays, qui mettra cette fois-ci tout le monde d'accord. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Voilà, le Kulsalon, le lagon glaciaire. Extraordinaire. Incroyable. Et vous avez vu tous les phoques sur la glace? Oui, mais moi on va les lire. Ouais, c'est des phoques, il y a un banc de phoques là-haut. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est chouette. Magique. Et tu vois les phoques, Tu vas t'approcher trop on près. a tout près, mais ils nous ont vus en fait. Tu vois, Bonjour. ils sont curieux, ils viennent regarder un peu. Tu vois. Excellent. C'est grandiose ici. Hein. Non, il n'y a pas de mots. Franchement, j'étais pas sûr d'être encore subjugué par un paysage. Là, c'est vrai que c'est subjugant, quoi. C'est à quelle profondeur, Gilbert, ici, l'eau? En fait, au plus profond, donc c'est là-haut, hein, c'est juste à la surface, au moins à la pointe extrême du glacier. C'est vers les 320 mètres de profondeur. Et c'est ça qui est impressionnant ici, c'est que tu as le feu sous le volcan, la glace ici, et tu as le point le plus élevé, donc c'est le volcan, 2119 mètres, et tu as celui-là, donc le point le plus profond du pays. Et tu as encore une fois les deux extrêmes, et c'est ça l'Islande. Jökulsárlón est la lagune glaciaire du Vatnajökull, le plus important glacier d'Europe, qui recouvre près de 11% de la surface du pays et en compose l'essentiel des ressources hydrauliques. Mais la lagune est en danger. On voit jusqu'où le glacier allait il n'y a pas si longtemps que ça, et il recule entre 2 et 300 mètres par an. Donc il a perdu 6 à 7 km en 60-70 ans. C'est vrai que là, maintenant, on peut, devant ça, quoi, on peut prendre conscience de l'urgence d'agir et de ne pas faire de pas tout détruire. Les Islandais, tu sais, ils ont grandi ici, au milieu de tout ça, donc pour eux c'est normal d'avoir la nature autour. Ils ont grandi là-dedans, ils se rendent peut-être pas forcément compte qu'ils ont une nature qui est exceptionnelle, qui n'est pas partout à ce point-là. Ils commencent à prendre, j'ai l'impression, conscience seulement maintenant de la nécessité de protéger l'environnement. Surtout en ce moment, on est dans une période très particulière pour l'Islande où le tourisme de masse arrive. Il va falloir décider ce qu'on en fait. Je ne vais pas aller me promener n'importe où pour massacrer un site de cette qualité. J'aimerais que ma petite fille en profite aussi dans 30 ou 40 ans. Donc il faut faire attention à tout ça. Tout ça, ça doit être organisé.